Alors pour certains, je vais paraître un peu... Quelqu'un m'a fait une remarque lors du déjeuner en me disant, d'après ton titre, ça paraît complètement décalé. Et je comprends, on parle de reconstruction, et on parle de choses très, là vous avez vu mes collègues et amis, de choses très matérielles, de choses très concrètes. Roïda a posé des questions qui sont vraiment, voilà, très, que le commun des mortels peut appréhender. Et là d'un coup, moi je veux parler d'utopie, mais d'utopie liée à la pédagogie, et à la pédagogie libre et révoltée. D'où mon titre, Architecture et utopie pour une pédagogie libre et révoltée. Donc c'est une présentation qui va être axée surtout par rapport à mon profil en tant qu'enseignant. Donc je vous disais qu'en 2001, je me suis installé à Damas. Et là, j'ai enseigné donc, durant 6 années. Et depuis, je ne fais que cela, donc de l'enseignement et de la recherche. Je suis d'ailleurs aujourd'hui membre du laboratoire Institut Paragraphe à Paris 8. Et donc dans ce cadre-là, je parle d'un domaine que je connais particulièrement, puisque j'ai enseigné alors autant dans le public à Damas 2 années à la faculté d'architecture, donc que d'architecture dont je parle. Et puis après 2 années à Derantillé, donc à l'université de Calamoun, où j'ai d'ailleurs participé à la mise en place de la faculté d'architecture en 2004. Et puis après j'ai été encore, notre transfert à Doualier, donc l'International University for Science and Technology, toujours en architecture. Et donc voilà, donc d'après tous ces postes occupés, alors autant en atelier d'architecture, donc ce qu'on appelle Tasmim en arabe, que dans des cours théoriques que je donnais qui sont médias et communication et histoire de l'architecture, je peux témoigner de voilà, mon expérience personnelle. Donc un très court exposé en 4 points, très simple, bon bien sûr une introduction et une conclusion, et entre ces deux points, je vais vous parler d'utopie et de pédagogie de l'autonomie. Et vous allez voir peut-être un peu le lien avec la Syrie, du moins je l'espère. Je vais juste régler quelque chose, excusez-moi. Voilà. Dans ce cadre précis, donc je disais de l'enseignement de l'architecture, essentiellement en atelier d'architecture, ce qu'on appelle en arabe tasmim, et aussi dans les cours théoriques dont je viens de parler, je peux témoigner du niveau plus que moyen, pour ne pas dire très faible, de ces cadres pédagogiques. Je parle bien des enseignants et non des étudiants. Alors là, je vais attaquer quelque chose qui est peut-être sacro-saint pour certains, les fameux doctors. Non, tout le monde là-bas est docteur. Donc voilà. Alors pour la plupart, ils sont partis et ont fait de courts séjours à l'étranger. Quand je dis court et léger, si je puis me permettre, revenus avec des diplômes qui sont souvent douteux. Quand je dis douteux, et je n'attaque pas du tout le diplôme en tant que tel. Donc souvent, si je prends le cas de la France, c'était des diplômes d'études approfondies à l'époque, hein, c'était les DEA, et qui étaient bien sûr reconnus comme doctorat. Et vous comprendrez pourquoi j'insiste sur ce lien entre l'enseignement et la recherche dans ma deuxième partie de l'exposé. Donc voilà, donc je disais que c'est vraiment pas le diplôme en tant que tel que j'attaque ou que je dénonce, qu'il soit DEA, DESS, master, maîtrise, doctorat en lui-même, selon le pays en question, mais bien le cadre pédagogique lui-même. Je parle en architecture, et c'est un cadre daté, très encadré. Irène disait sclérosé, donc ça je crois que c'est vraiment le terme. Pour moi, la référence, ça serait, je ne l'ai pas connu, j'étais un peu jeune, oui, c'est mai 68, quoi. C'est avant mai 68, donc les facultés d'architecture en France, et on voyait un peu à quoi ça ressemblait, quoi, ce discours vraiment très daté, pour ne pas dire pire. Donc voilà. Par contre, le niveau des étudiants m'a toujours ravi, car malgré le manque de référents, et je pense qu'Irène me rejoindra d'après son expérience encore plus longue que moi en Syrie, dans l'enseignement, donc malgré le manque de référents et de références, ils arrivaient et arrivent encore à produire des projets fort intéressants, à condition de les mettre dans les bonnes dispositions de conception. Niveau au passage qui s'est effondré avec la libéralisation de l'éducation et cette fameuse floraison d'universités privées en Syrie à partir de 2004. Et je vous disais, donc je peux en témoigner parce que j'ai participé à la création de la faculté d'architecture donc à Derantillé. Et là, j'ai senti à quel point il y a une reprise en main, une confirmation, une accentuation de la caste des mêmes docteurs. Donc c'est les mêmes encore qui reviennent. Et le fameux triangle magique, et qu'on retrouve dans les exposés, vous voyez, quelque part, donc, moi je suis dans l'immatériel quelque part, dans la pédagogie, et là on se retrouve, et le pas est vite franchi, avec le matériel, le réel, donc le triangle magique de ce pouvoir politique, du syndicat des ingénieurs, donc dans le cas de Damas à Mazé, et des grands projets, entre guillemets. Donc voilà, donc il y a ce fameux triangle, et voilà, on est soit à l'intérieur, soit on est complètement à l'extérieur, et comme disait Irène, par rapport à l'action de Roïda,
on n'a accès à aucun document, on ne sait pas du tout quelles sont les politiques en place ou à venir, etc. Et puis on a de temps en temps un décret présidentiel qui tombe du ciel et qui dit voilà. Et même d'ailleurs les principaux responsables qui sont du même parti, du même bord politique, ne sont pas du tout au courant. Donc voilà, donc là je vais entrer dans le vif du sujet avec mes deux grandes thématiques. Donc avec l'utopie. Donc moi je parle d'utopie et c'est vrai que je n'ai pas attendu cette révolution depuis 2 ans et demi. J'en parlais avec mes étudiants, bon je dis mais c'est très affectif, mes étudiants donc depuis 2002, 2003, c'est une thématique, c'est vrai qui m'est très, très chère par rapport à mon 3e cycle en développement durable, et donc utopie. Donc c'est vrai que pour aborder ce chapitre, je vais prendre très simplement, je vous conseille vivement, c'est un ouvrage de référence que vous voyez en haut à droite, de la diapositive, qui est un atlas des utopies, qui est tout récent, d'octobre 2012, et c'est un numéro spécial édité par les revues Le Monde et La Vie. Et là, c'est vrai qu'on peut se reposer la question, je pense que la plupart dans cette salle, bien sûr, connaissent l'origine du mot utopie, donc qu'est-ce qu'une utopie? Sinon, ce mot utopia, qui est un genre littéraire inventé comme un jeu rhétorique par Thomas More en 1516, donc c'est quand même presque 500 ans, qui va forger un mot nouveau à partir du grec, donc le ou, le préfixe privatif, et topos, le lieu, donc ce qui donne non-lieu nulle part. Et Moore nous raconte à ce moment-là, donc non seulement une légende ou un mythe, mais il est avant tout un visionnaire politique avec cette idée d'utopia. Et aujourd'hui, je pense qu'un de nos gros problèmes de notre société, qui sont vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire, en crise, et dans notre cas, encore bien plus grave, c'est justement qu'on ait perdu ce sens de l'utopie. Passer du monde des rêves à celui du mirage, de la chimère. Désirable pour certains, qui sont encore très peu, et insensé, voire dangereuse pour d'autres. En lui redonnant tout son sens et toute sa place dans nos sociétés, et encore plus dans une société à reconstruire comme cette série de demain, l'utopie ne doit pas chercher à atteindre des savoirs fantasmés, pas du tout, mais juste, et je pense que c'est vraiment là que se situe donc le combat à mener, et quel gageur dans notre cas, à garder intact le, entre guillemets, savoir rêver. Ce savoir rêver qui a été annihilé depuis plus de 4 décennies par ce pouvoir en place. Et quand je dis annihilé, c'est que vraiment, et là on revient encore en pédagogie de l'architecture, à des docteurs qui ont soi-disant une ligne, mais qui est la ligne politique, la ligne en place. Et voilà, on parlait vraiment de sclérose, c'est vraiment une sclérose qui fait que on donne un projet à un étudiant et on lui donne aussi la réponse au projet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment ça, quoi. C'est qu'il ne sort pas du cadre, mais pas du tout, à aucun moment. Donc voilà, donc pour moi et pour quelques-uns, donc cette utopie doit demeurer justement une pensée en avance sur son temps, qui refuse cette réalité figée et impose une volonté de transformation. Donc plaidoyer pour une société créatrice d'elle-même, l'utopie est avant tout justement donc révolutionnaire, et donc ça tombe très bien. Pour mieux cerner cette utopie, je vais donc aller très très vite, je vais reprendre dans les 4 diapositives suivantes, justement je vais prendre comme ligne directrice, comme trame, cet atlas en question, qui nous sort 4 chapitres, je dirais, et là je vais reprendre de ces 4 chapitres les thématiques, les titres qui me semblent plus adéquats par rapport à notre situation en Syrie. Donc la première thématique, aux sources de l'utopie. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour tout un chacun de remonter aux origines, de mieux comprendre ce sens de ce concept, de ce mot utopie, ce mode de résistance critique qui a toujours puisé son inspiration dans le réel et nulle part ailleurs. Donc remonter bien sûr aux sites mythiques, à ces villes de légende comme Babylone, Alexandrie, Jérusalem, qui ont été magnifiées ou dépréciées dans le temps. Revenir justement, j'en parlais au début, à la fiction politique de Thomas More, à la terre promise en Amérique, au siècle des Lumières, à la Révolution française, pour ne citer que ces quelques épisodes d'humanité. Et puis donc une seconde thématique qui sont les utopies en marche. Alors là, on est vraiment maintenant depuis le 19e et 20e siècle. Certaines utopies en question ont été complètement dépassées, d'autres sont encore très vivaces. Et là, on peut reprendre donc des thématiques comme les progrès techniques du transport, l'école pour tous, qui est plus que jamais actuelle. Et là, je reviens à la Syrie, je reviens à la pédagogie. Car si, pour moi, du moins dans ce colloque qui la Souria, dans toute cette série de colloques à venir, s'il y avait un mot à dégager, c'est bien le mot pédagogie. C'est vraiment cette transmission de savoir, de connaissances au plus grand nombre. Pas seulement à des initiés, pas seulement à des étudiants, pas seulement aux enseignants, et encore moins aux docteurs.
Je suis vraiment désolé, mais je fais une allergie à ce terme, vous l'avez compris. Voilà, donc d'autres thèmes, le féminisme, bien entendu, l'urbanisme adéquat pour tous, ce dont on a parlé maintenant, le débat qui a commencé à naître au sein de cette session, bien entendu, la non-violence qui rejoint ce désir aussi de vivre ensemble, d'éduquer autrement, et puis le panarabisme. Alors là, c'est un article vraiment dans cet atlas qui est fort intéressant de George Korn, donc ce monde arabe si complexe qui en lui-même est une utopie, où chaque pays pourrait affirmer sa propre identité à défaut d'entente politique. Une troisième thématique sur la fin des utopies, avec ce monde dans lequel nous vivons qui est menacé par tant d'incertitudes. Donc ces utopies se veulent aujourd'hui plus pragmatiques, plus raisonnées. À bout de course, elles doivent reprendre un souffle nouveau. Et là, on retrouve des choses qui nous concernent tous, sauvegarder la planète pour la survie de tous, bien sûr, avec des questions de démocratie, de production, de consommation, d'environnement, d'urbanisme, d'égalité, qui s'en mêlent et s'entrechoquent. Et deux exemples nous parlent indirectement et directement dans ce chapitre, qui sont ceux du panafricanisme et des révolutions arabes, avec un article tout récent, donc toujours dans cet atlas, de Christophe Ayad, avec ces revendications qui aujourd'hui sont vécues en Syrie, qui sont bien sûr la liberté, la solidarité et la dignité. Donc voilà, vous voyez, donc je pense qu'on se retrouve un peu sur le terrain réel, pour moi je parle d'utopie, et entre cette réalité aujourd'hui déchirée. Enfin, la quatrième et dernière thématique de cet atlas des utopies, pareil, donc là j'ai retenu les quelques thèmes qui me semblent aller de pair avec la Syrie, et surtout la Syrie de demain, avec des champs infinis. Donc là on est vraiment dans la troisième révolution industrielle, bien entendu, déjà entamée avec les énergies renouvelables. Tout à l'heure, Irène a fait cette parenthèse sur les fours solaires, cette ville verte propre et autosuffisante. On en a aussi parlé tout à l'heure par rapport à Eric qui était remarque dans la salle, donc par rapport à cet SCV qui nous a quittés, qui parlait justement de ville verte, des institutions internationales à repenser. Là, c'est vraiment le cas de le dire, voilà, par rapport à la Syrie, l'ONU, ça doit vous dire quelque chose, etc. La durabilité des développements entre Nord et Sud, les migrations humaines fluidifiées, et un cyberespace avec l'espoir d'une société refondée, fondée sur le partage, l'égalité et la transparence. Là, je vais glisser en finissant sur ce mot utopie, bien sûr, vous me direz utopie architecture, c'est évident. C'est tellement évident qu'il faudrait carrément une session entière, pour moi, sur ces deux mots qui s'entrechoquent. Et là, c'est vrai que pour repasser en revue donc ces grands courants, ces grands noms liés aux utopies architecturales et urbaines, avec autant de réponses imaginées pour libérer le monde de ses contraintes sociales et territoriales, il nous faudrait vraiment une session entière. Donc là, je vais revenir à nos thématiques privilégiées et reparler d'utopie et d'éducation. Donc je vais conclure cette première partie donc, sur les utopies et prendre comme deuxième ouvrage de référence un ouvrage de 2002 d'Albert Jacquard qui nous a quitté récemment. Donc je pense que pareil, vous connaissez pour la plupart Albert Jacquard, bien entendu, donc généticien, essayiste, qui a toujours justement tenu un discours humaniste destiné à favoriser l'évolution de la conscience collective, également connu pour ses engagements citoyens, ardent défenseur des plus démunis. Il a toujours revendiqué le fait d'exiger encore et toujours pour que demain soit meilleur, pour que l'avenir, notre avenir, celui de chacun de nous, ne soit pas abandonné à l'humanité, à son cours absurde. Albert Jacquard, surtout sur la fin de sa vie, il se disait complètement très pessimiste, ne croyait plus en l'homme lui-même, mais en sa capacité par contre à obtenir des réussites qui rendent l'humanité meilleure. Et justement, il insistait sur la pièce centrale pour lui utopique, de l'utopie, qui était l'école. Donc voilà, pour lui c'était vraiment ça, cette pièce centrale en question. Donc école et éducation qui devraient permettre à chacun de devenir soi-même et se reconnaître en tant qu'être humain avec ses limites, sans accepter celles qui viennent de l'extérieur. Et là on revient encore à nouveau au cercle vicieux dont je parlais tout à l'heure, en niveau pédagogique en Syrie, où justement on donne des limites à tout. Donc il y a une question et il y a une réponse avec. Donc ça c'est clair, c'est net, en architecture du moins, ça pour moi c'était... Voilà, donc maintenant je vais vous parler de cette deuxième thématique, donc des utopies à la pédagogie de l'autonomie, il n'y a qu'un pas. Et là, mon troisième ouvrage de référence, c'est celui de Paulo Freire, donc ce grand pédagogue brésilien du XXe siècle. Et donc, il est en bas à droite, donc pédagogie de l'autonomie. Donc, Paulo Freire est aussi connu pour ses combats militants, ses efforts d'instruction visant les personnes adultes des milieux pauvres, avec une alphabétisation militante, justement, conçue comme un moyen de lutter contre l'oppression.
Et Freire a marqué la pédagogie dans la seconde moitié du XXe siècle en établissant l'éducation comme un processus de conscientisation et de libération. Et justement, dans cet ouvrage de Paulo Freire, donc Pédagogie de l'autonomie, il nous dresse une liste de préceptes sur cette question d'enseigner. Qu'est-ce qu'enseigner? Et là, dans les 3 diapositives qui vont venir, donc je vais vous, pareil, prendre quelques extraits, j'ai envie de dire, donc de ces préceptes, et qui pour moi correspondent justement le plus directement à la pédagogie en question, et celle que moi m'interpelle bien sûr le plus, donc l'architecture. Donc, pour Paulo Freire, avant tout, et là je rejoins à nouveau, je parlais tout à l'heure d'enseignement, de recherche justement, avant tout, il n'y a pas d'enseignement sans recherche. Et il ne peut pas avoir de recherche sans enseignement, donc vice-versa. Action imbriquée et indissociable. Avec une différence et une distance à affirmer entre le regard naïf et l'esprit critique, entre le savoir fait de pure expérience et celui qui résulte de procédures méthodiques et rigoureuses. Non en rupture, mais avec un dépassement où la curiosité se soumet à la critique. Donc il est évident que dans notre cadre syrien, rien que de dire que curiosité, encore ça pourrait passer. Mais critique, alors là, je vous laisse imaginer. Donc voilà. Donc cette pratique enseignante justement critique, impliquant de penser juste, soit, mais qui enveloppe et surtout une dynamique dialectique entre le faire et le penser sur le faire. Ainsi, avec un inachèvement reconnu, donc l'enseignant, comme tout être humain, à l'esprit critique, est un aventurier prédisposé au changement, en acceptation du différent. Donc justement, inachevé, cet enseignant, comme tout être humain, doit reconnaître cette condition d'être conditionné, mais qui peut aller toujours plus loin. Donc on rejoint cette notion d'utopie, et pour cela, les enseignants ne doivent pas négliger la défense de leurs droits, qui fait partie d'un moment important de leur pratique de pédagogue. Lutte qui n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais bien un facteur intégré à leurs conditions. Condition dans laquelle l'enseignant a besoin de se mouvoir avec clarté dans sa propre pratique, au contact direct de la réalité, qui rend sa performance, entre guillemets, plus assurée avec ce savoir fondamental de l'expérience éducative. Et justement, expérience est vécue en phase avec l'histoire, avec un grand H, et c'est le cas aujourd'hui de le dire, et pour les années, les décennies à venir, pour justement se situer dans ce monde global. Et quand moi je parlais d'utopie, et beaucoup me diront, mais quel rapport est la Syrie et le monde arabe, et pourquoi on parle de révolution française, alors que, et justement parce qu'on est dans cette globalité qui fait que on doit se situer dans un monde en question qui est en train de devenir, et cet enseignant, c'est à lui de se situer en tant que sujet de ces événements, et non pas en tant qu'objet de l'histoire. Donc là, je rejoins, et là il y a un grand débat là-dessus, et encore plus en Syrie. Pour moi, il est évident que cet enseignant en question, ce pédagogue, ne peut pas être neutre. Il ne peut pas être dans la résignation, mais bien dans la rébellion, et dans ce qui va s'affirmer, dans ce qu'il affirme lui, et ce qui peut être affirmé. Donc justement, affirmation qui passe par un espace pédagogique comme un texte, qui est fait donc justement pour être constamment lu, interprété, écrit, réécrit sans cesse, et justement une remise en question au jour le jour. Et là je parlais tout à l'heure de ces fameux, enfin, je ne peux pas redire le titre, enseignants qui sont partis à une certaine époque, il y a 20 ans, 30 ans, même des jeunes qui reviennent avec un savoir, je dirais, très limité, et des cadres bien précis, donc qui à aucun moment ne remettent en question quoi que ce soit. Voilà. Et justement le discours. Donc discours qui rejoint l'éducation, cette expérience spécifiquement humaine, qui est une forme d'intervention sur le monde, d'où le fait de faire un choix et de prendre position. Donc entre ces prendre parti et ces prendre position, à l'enseignant de trouver un juste équilibre entre liberté et autorité au sein du groupe à qui il donne et de qui il reçoit. Échange qui implique un respect des différences, ça bien sûr on ne peut l'occulter, différences parce que il est certain que d'autres personnes, d'autres enseignants, d'autres étudiants n'ont pas fait les mêmes choix ou n'ont pas pris les mêmes options qui soient politiques, éthiques, esthétiques, pédagogiques de l'enseignant en question. Et c'est là qu'effectivement cet esprit critique et cet esprit d'ouverture doit toujours être en alerte. Il y a encore d'autres préceptes, et vraiment pour ceux qui ne connaissent pas cet ouvrage donc, de Paulo Freire, je les invite à le découvrir, et pour moi c'est vraiment un ouvrage de référence. Donc voilà, donc il faudrait encore bien d'autres minutes pour les parcourir. Donc là je vais, donc entre cette utopie et cette pédagogie de l'autonomie, conclure très simplement en deux phrases.
Et je dis, voilà, donc aujourd'hui c'est à nous de savoir transmettre à ces nouvelles générations syriennes, et je dis nouvelle génération plurielle, je parle d'étudiants, je parle d'enseignants, je parle de population civile, on en a parlé souvent là durant cette session et aussi ce matin, donc à cette Syrie la plus large possible, c'est à nous justement de savoir transmettre à ces nouvelles générations ces utopies d'hier qui ont forgé les réalités d'aujourd'hui, et ensemble nous pourrons ainsi esquisser les utopies d'aujourd'hui qui forgeront les réalités de demain, comme ces utopies réalisables que Yona Friedman, architecte, nous esquisse depuis bien des décennies. Transmission avec une pédagogie libre et révoltée, génératrice de projections et de prospectives indispensables à l'élaboration de socles pérennes pour une société syrienne équitable et durable, une société à vivre tous ensemble. Donc là, on parlait de réconciliation, je crois que c'est le cas de le dire, je pense que Giovanni me rejoindra tout à fait sur ce cadre, parce qu'on a toujours dit voilà, que Ila Soria était dans ce cadre-là, vraiment d'essayer de réunir toutes les bonnes volontés pour ensemble poser ces cadres-là. Donc voilà, donc je voulais juste dédier, avec une dédicace particulière et très émue à, je redis encore, mes étudiants, entre guillemets, donc ce que j'ai eu durant ces quelques années en Syrie, ces 6 années en Syrie, et surtout un petit clin d'œil vraiment tendre et ému à ceux avec qui on avait fait une installation au Khat Assad Pacha, à Damas, en septembre 2006. Et vraiment cette génération, je pense que c'est à elle qu'on va passer tous ces savoirs, ces transmissions pour, espérons, c'est eux qui esquisseront donc des lendemains, espérons meilleurs, donc voilà, pour la Syrie de demain. Merci à vous. Merci beaucoup.